C'est la troisième fois qu'il se rend à Washington depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Volodymyr Zelensky a de nouveau été reçu ce vendredi par le président américain avec un objectif clair, obtenir de Washington la livraison de missiles Tomahawk. Mais Donald Trump s'est montré très prudent sur cette question devant la presse. On va l'écouter. Nous avons besoin de Tomahawk et de nombreuses autres armes que nous envoyons en Ukraine. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous voulons mettre fin à cette guerre. Il n'est pas facile pour nous de donner. Vous parlez d'un grand nombre d'armes très puissantes. C'est donc l'une des choses dont nous parlerons. Espérons qu'ils n'en auront pas besoin. Espérons que nous pourrons en finir avec la guerre sans penser au Tomahawk. Michael Benamou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du think tank européen OPWI, Europe's War Institute. Est-ce qu'on doit déduire de cette déclaration de Donald Trump que les États-Unis ne livreront jamais de Tomahawk à l'Ukraine ? Ça a l'air assez peu probable. On a l'impression qu'il a utilisé cet argument pour faire peur au régime de M. Poutine, parce que c'est vrai que c'est une arme qui peut déstabiliser les infrastructures économiques essentielles de la Russie, les infrastructures militaires, et c'est un signal assez inquiétant envoyé au régime de M. Poutine, oui. Et pourquoi les Ukrainiens en auraient tant besoin ? En fait, ça ne change pas vraiment le cours de la guerre sur le plan tactique. En Ukraine, un missile Tomahawk, c'est 1,5 million de dollars. Un drone Shahed, c'est 50 000. Donc en fait, vous n'allez pas abattre un drone Shahed iranien avec un missile Tomahawk qui coûte 30 fois plus cher. Ça n'a pas de sens en termes de calcul coût-opportunité. Par contre, c'est un missile qui peut être envoyé contre la Russie pour faire peur au régime et potentiellement déstabiliser ce régime auprès de son élite dirigeante et aussi auprès de sa population. Et alors pourquoi Donald Trump se montre si frileux, si réticent ? Ce serait une entrée en guerre des États-Unis s'il en livrait à l'Ukraine ? Non, les Russes jouent souvent sur l'argument de l'escalade. En fait, il y a une escalade depuis maintenant 3 ans et demi. Ça ne changera pas grand-chose au calcul, je pense, des deux côtés. Ça ne changera pas non plus grand-chose à cette guerre, qui est une guerre de stagnation. Ça fait 3 ans que nous avons des combats assez intenses. 1% du territoire gagné en 3 ans. 1% pour 1 million de morts et de blessés. C'est quand même assez calamiteux pour les Russes, pour les Ukrainiens aussi bien sûr, mais en premier lieu pour les Russes qui étaient censés être une grande puissance militaire et qui n'arrivent pas à imprimer leur marque en Ukraine. Mais cette potentielle rencontre entre Trump et Poutine à Budapest pourrait retourner les cartes en faveur de M. Poutine, puisqu'en fait il y a 2 pistes, il y a 2 niveaux de dialogue. Vous avez la conversation sur l'Ukraine et puis vous avez des discussions business entre Trump et Poutine sur l'Arctique, sur le pétrole et sur le gaz. Et peut-être que Poutine pourrait jouer de cette négociation à Budapest le mois prochain pour renverser la vapeur en faveur de la Russie. Vous parlez de cette fameuse rencontre, puisque effectivement, la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky intervient au lendemain d'un coup de fil surprise entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Coup de fil au cours duquel les 2 présidents se sont mis d'accord pour se rencontrer donc, à Budapest. Quelles seraient les perspectives ? Vous parlez de cette espèce de marchandage entre fin de la guerre et business. On peut vraiment attendre à une issue positive, du moins à une paix, à l'issue de cette rencontre ? Je pense que ce sera comme avec Gaza, ce sera plutôt un cessez-le-feu. Il y a aussi du business avec Gaza, en fait. Les Qataris et les pays golfiques voulaient cette paix parce qu'en fait, Israël a attaqué le Qatar et donc il y avait une inquiétude aussi sur les transactions de Trump dans la zone. Et donc ce sera, je pense, la même chose avec la Russie. On va chercher à l'appâter avec des deals potentiel au niveau arctique, au niveau aussi de l'extraction de nouveaux champs pétroliers et gaziers, en échange d'une position plus souple de Trump des Américains sur l'Ukraine. Et donc une non-intégration de l'Ukraine à l'OTAN, par exemple, un refus américain d'une intervention militaire européenne en Ukraine pour garantir le cessez-le-feu. Ça, c'est une condition pour nous, Européens, qui est, je pense, très importante, d'avoir des troupes au sol pour nous assurer que les Russes ne continuent pas à attaquer et à agresser cette population ukrainienne. Il est probable que Poutine obtienne de Trump potentiellement un blocage aussi sur ce point. On verra. En tout cas, ce sera le mois prochain. Et les Européens, dans tout ça, vous qui dirigez ce think tank Europe's War Institute, ils sont complètement contournés des discussions ? Oui, on l'est pour l'instant et on le sera encore, je pense, pour à peu près 5 ans. Nous avons
renoncer à notre puissance militaire. Et aujourd'hui, ce qui pèse en diplomatie et dans le monde, dans ce monde difficile, récessif, on pourrait dire, fait d'opportunisme violent, eh bien, ce sont des gens qui disposent d'armées. Or, l'Europe n'a plus d'armées à échelle et elle se réarme en ce moment. On a eu des décisions importantes de la Commission européenne il y a quelques jours, qui va dans quelques années dépenser à hauteur de 6% de son budget, ce qui est quand même assez incroyable. 6% du budget de l'Union européenne va être dépensé sur le militaire et le spatial aussi. Mais si vous voulez, entre le moment où ces décisions sont prises et la mise en place sur le terrain, cela prend quelques années. Donc en fait, il faudra patienter longtemps pour nous. Ça va être une longue attente de 5 années avant potentiellement de revenir dans ce jeu diplomatique avec une certaine force, une certaine influence. Une dernière question pour revenir à cette rencontre qui a lieu en ce moment entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. S'il n'obtient pas les missiles Tomahawk, qu'est-ce qu'il peut obtenir, Volodymyr Zelensky, de cet entretien, ce 3e entretien à la Maison-Blanche ? Je pense qu'ils ont surtout parlé, au-delà des missiles Tomahawk, je pense qu'ils ont surtout parlé de la négociation à venir en novembre à Budapest. Je pense que c'est surtout ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on négocie? Quelle Ukraine demain? Intégrée dans l'Union européenne ou pas? Dans l'OTAN à minima ou pas? Des troupes au sol ou pas, une fois le cessez-le-feu accordé? Je pense qu'à mon avis, c'est surtout de cela dont il s'est... Voilà, c'est surtout de cela dont on a parlé. Merci beaucoup, Mickaël Benhamou, d'avoir été notre invité, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous.